Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame au fond du faubourg Saint-Honoré. On y était occupé d'un pharaon. 12 tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes, registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier, et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les 7 élevats de campagne, dont chaque joueur cornait ses cartes et les faisait décorner avec une attention sévère mais polie, et ne se fâchait point de peur de perdre ses pratiques. La dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de 15 ans, était au nombre des pontes et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé Périgourdin, Candide et Martin entrèrent. Personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda. Tous étaient profondément occupés de leurs cartes. Madame la baronne de Tante-de-Tentranque était plus civile, dit Candide. Cependant l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit 50 000 francs en 2 tailles, après quoi on soupa très gaiement, et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte. Les laquais disaient entre eux, dans leur langage de laquais, « Il faut que ce soit quelque milord anglais. » Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. On parle même de livres nouveaux. Avez-vous vu, dit l'abbé Périgourdin, le roman de Sieur Gauchat, docteur en théologie? Oui, répondit un des convives, mais je n'ai pu l'achever. Nous avons une foule d'écrits impertinents, mais tous ensemble n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie. Je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent que je me suis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de l'archidiacre troublé, qu'en dites-vous? Dit l'abbé. Ah, dit madame le Parolignac, l'ennuyeux mortel, comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait, comme il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement, comme il s'approprie sans esprit l'esprit des autres, comme il gâte ce qu'il pille, comme il me dégoûte, mais il ne me dégoûtera plus. C'est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre. Il y avait à table un homme savant et de goût qui appuya ce que disait la marquise. On parla ensuite de tragédie,
La dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelquefois et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et n'avoir presque aucun mérite. Il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs. Mais qu'il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime et toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire parler, être grand poète sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète, savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. Quiconque, ajouta-t-il, n'observe pas toutes ces règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains. Il y a très peu de bonnes tragédies, les unes sont des idylles, en dialogue bien écrit et bien rimé. Les autres, des raisonnements politiques qui endorment, ou des amplifications qui rebutent, les autres, des rêves d'énergumènes, en style barbare, des propos interrompus, de longues apostrophes, odieux, parce qu'on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs ampoulés. Candide écouta ce propos avec attention et conçut une grande idée de discoureur. Et comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, il s'approcha de son oreille et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. C'est un savant, dit la dame, qui ne pente point et que l'abbé m'amène quelquefois à souper. Il se connaît parfaitement en tragédie et en livres, et il a fait une tragédie sifflée et un livre dont on n'a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. Le grand homme, dit Candide, c'est un autre Pangloss. Alors, se tournant vers lui, il lui dit « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement? Moi, monsieur, lui répondit le savant, je ne pense rien de tout cela. Je trouve que tout va de travers chez nous. Que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper, qui est assez gai et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelles impertinentes. Jansénistes contre molinistes, gens de parlement contre gens d'église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre maris, parents contre parents, c'est une guerre éternelle. Candide lui répliqua, j'ai vu Pie, mais un sage, qui depuis a eu le malheur d'être pendu, m'apprit que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres à un beau tableau. Votre pendu se moquait du monde, dit Martin. Vos ombres sont des taches horribles. Ce sont les hommes qui font les taches, dit Candide, et ils ne peuvent pas s'en dispenser.
Ce n'est donc pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes qui n'entendaient rien à ce langage buvaient, et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame de logis. Après souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien, lui dit-elle, vous aimez donc toujours éperdument mademoiselle Cunégonde de Tintrenc? »« Oui, madame, répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un sourire tendre. « Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit « Il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. »« Hélas, madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez.